Wizebebedo, kotamutimami, wizakunsadisa, bebedo, sadisa, oh. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup Alphonse Vindou Samba. Très belle mélodie d'ailleurs. Pevedo Wiza Kunsadi, ça c'est ce que j'ai pu comprendre. Quelle est la place de la spiritualité dans cette culture Congo? Et on va terminer par là. La spiritualité chez les Congos, elle tient beaucoup de place. C'est la première place la plus importante. Parce que depuis nos ancêtres, les Congos savaient très très bien que sans la force spirituelle de Nzambiampung, rien ne se passerait comme ils auraient voulu. Si nos anciens ont tenu fort malgré tous les problèmes, malgré toutes les difficultés, malgré tout le temps qu'ils ont été sous pression de la servitude, ils n'allaient pas tenir. Mais s'ils ont tenu, c'est parce que c'est la seule chambre en eux que le maître blanc n'a pas pu détruire. La foi en Nzambiampung. Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Très heureux de vous retrouver dans ce numéro qui portera essentiellement sur la culture. On va un peu s'évader, on va aller à la reconquête de l'identité Congo avec K. Pour ce faire, j'ai avec moi sur ce plateau M. Alphonse Vindou Samba, vous le connaissez probablement, et beaucoup plus. Vous savez, c'est aussi une star du gospel. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur une culture. On va reparler de la culture Congo. Cette culture qui a été, disons, exportée très loin, loin, mais vraiment loin de l'Afrique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur TLR TV, moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, Monsieur Alphonse Vindou Samba. Bonjour, mon cher Christian Perrin. Je sais que Samba, c'est aussi la danse, c'est le chant. La danse, la prière. Oui, la prière, le verdict. Tout a un sens finalement, et l'Afrique, comme qui dirait, c'est le berceau non seulement de l'humanité, mais aussi de la culture. Cette culture qu'on a voulu changer l'histoire. Alors ici, on va essayer peut-être pas de rétablir l'histoire, parce que la vérité en elle-même, elle est relative, mais on va comprendre c'est quoi le Congo avec K. Nos parents qui sont allés très loin, comme je l'ai dit, vous allez encore les découvrir et c'est de cette histoire que vous allez nous raconter. Dans un premier temps, on va donc nous rappeler le contexte d'abord, comment ces parents du Congo avec K se sont retrouvés aussi loin là où vous êtes allés les découvrir. Eh bien, merci beaucoup. C'est-à-dire que si nous commençons à en parler, c'est 1, 2, 3 livres à écrire, parce qu'on pourra tout écrire, beaucoup écrire sur les Congos. Il y a beaucoup de vérités qui ont été étouffées, beaucoup de vérités qui ont été cachées, mais comme on dit, j'ai souvent dit, la vérité est une lumière qui ne se cache pas, qu'on ne peut pas cacher. Des siècles et des siècles, elle sortira toujours parce que tout le monde a besoin de la vérité. On ne peut pas cacher une lampe sous un lit, disait voilà. Quelqu'un. Pendant que nous sommes en train de parler, c'est vrai que nous avons appris à parler en français, à réfléchir en français, mais est-ce qu'on peut nous rappeler le Congo dont nous parlons là? En Congo, comment prononcer le Congo en question? Eh bien, le Congo, Congo en Kikongo, Congo en Kikongo. Congo en Kikongo, oui. Se prononce Congo. Congo. C'est comme si on mettait 2 O
entre la lettre K et la lettre N. Congo. 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 Et quand j'ai dit Congo, à ce moment-là, oui. Là-bas, Ngo, Là-bas, les panthères. Il y en a qui l'expliquent comme ça. Mais moi, je prends le nom simplement Congo. Parce que quand ma mère me parlait ma mère et mon père me parlaient du nom Congo, ils ne disaient pas Congo, ils disaient Congo. Beto Bichi Congo. Nous sommes des Congos. Et parce que lorsqu'il dit les Congos, à ce moment-là, les sons et même les aïeux entendent, c'est ça? Voilà, exactement. Mais une fois pris dans le courant de la langue française, on a francisé l'expression ou le mot, c'est devenu Congo. Congo simplement, comme si c'était un truc banal. Voilà, bon, il y en a même qui ont honte et peur de parler Congo, ni se réclamer Congo. Mais ils le sont, ils ne le changeront jamais. Alors, mais pendant qu'on va découvrir donc avec vous dans cette histoire, lorsque vous avez rencontré, vous êtes allé encore découvrir ces, je ne sais pas comment les appeler, les habitants du Congo en ce temps-là. Là-bas, comment on les appelle là? Toujours les Congos, c'est ça? Oui, ils les appellent les Congos. Les Ils se Congos. réclament des Congos, bien qu'il y a des Congos qui sont lusophones, francophones, ceux qui parlent espagnol, qui sont dans des colonies espagnoles, portugaises, et puis francophones, qui sont donc dans des îles lointaines là-bas. Eux-mêmes, quand je les rencontre, ils disent qu'ils sont des Congos. Ils sont des Congos. Et ils sont alors, très fiers. Et comment vous avez entrepris ces démarches d'abord? Comment vous avez entrepris ça? Moi, je vais reculer un peu dans le temps. Le déclenchement s'est passé il y a très longtemps, quand j'étais à l'école primaire. Je crois que j'étais en classe de CM2. Mon père était enseignant. C'était à Brazzaville. En ce moment-là, il enseignait à l'école protestante de Wenzé, à côté de la station Kulunda, et là où ils ont mis une grande église et une poste. Cette école était une école missionnaire protestante. Donc, mon père enseignait là, ainsi que le papa de Gustave Ntondo. Ils étaient ensemble. Le papa de Gustave Ntondo était le directeur. Il y avait mon père. Il y avait aussi un certain Samba Alphonse Diouf, qui était le cousin direct de mon père. Alors, en classe de CM2, papa nous parle de l'histoire de la déportation. Alors, moi, j'adorais l'histoire, la géographie et puis, sciences naturelles. Mais j'étais beaucoup plus bercé vers l'histoire. Parce que quand tu nous parlais de l'histoire, pour moi, c'était comme si nous racontait des scénettes ou comment on appelait ça, des scénettes ou des histoires qui écoutent les enfants comme ça. Il nous parle donc de nos ancêtres qui ont été déportés. Ce mot m'est revenu, m'a sonné 2-3 fois. Alors en classe, je me dresse, je regarde papa qui est en train de parler de l'esclavage. Je claque le doigt, s'il vous plaît, papa. Mon père s'énerve. On ne dit papa pas en classe, on dit monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Mais pourquoi les grands-parents sont partis, ne sont jamais revenus? Il me dit, mais ça date de très longtemps. Même moi, qui est votre enseignant, je n'étais pas né. Mon père n'était pas né non plus. Donc, l'histoire a commencé il y a très longtemps. Nos ancêtres sont partis depuis très, très longtemps. Des années 1800. Ah bon? Et puis, bon, il y a eu un silence total dans la classe. Il me dit, alors, tu as une autre question à poser? J'ai dit, non, pas une question, mais moi, j'aimerais bien aller les chercher un jour. Je les ramènerai ici. Alors là, la classe est tombée. Tout le monde se marrait. Je suis resté raide comme un morceau de bois debout là. J'ai dit, j'irai les chercher. Parce que quand je fermais les yeux, j'avais l'impression de voir un film. Je les imaginais comme ça, dans ma tête, en train de partir. Il y en avait qui étaient fouettés, il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui avaient des enfants dans les mains. C'est comme un film, carrément, que je voyais. Alors mon père me dit, assieds-toi, on en parlera à la maison. Nous sommes rentrés à la maison le soir. Il me dit, viens me voir. Je sais que tu as posé une question qui est très importante. Tu aimerais savoir pourquoi ils sont partis, pourquoi on les a amenés?
il m'a réexpliqué un peu les conditions dans lesquelles ils étaient partis. Alors, il me dit, mais tu tiens vraiment à aller les chercher? J'ai dit, oui, papa, j'irai les chercher un jour. Je ne savais pas où se trouvaient les Antilles. Je ne savais pas où se trouvait la Guadeloupe, la Martinique, tous ces pays et toutes ces îles. Les années Et sont passées. vous ne saviez non plus comment, par où commencer. Je ne Mais savais comme pas. qui dirait, tant qu'on a la volonté, on peut faire des grandes oui. choses. Et pendant une certaine période de ma vie, cette histoire, il y a eu deux parenthèses. Je n'en parlais plus, je ne posais plus de questions, mais je savais au moins dans ma tête qu'il y avait des ancêtres qui étaient partis. Alors, je finis mes études, je pars à l'armée congolaise, bien sûr, parce que j'y ai été, j'ai laissé une partie de ma sueur aussi. Alors, on découvre aussi que vous êtes de formation militaire, c'est ça? Voilà. Donc, j'ai été à la marine congolaise. Donc, de là-bas. C'est une parenthèse. Et pourquoi vous êtes parti de la marine? Parce que je sais qu'au Congo, on ne démissionne pas de l'armée. Parce que je Oui, sache. à cette époque-là, on ne démissionnait pas. Mais moi, j'ai eu cette chance-là. Je ne sais pas, pour certains, ils diront une malchance. Moi, j'ai dit que c'est une chance. Parce que je crois que c'était comme ça. C'était inscrit comme ça sur ma page d'histoire personnelle, qu'à un moment, chaque chose avait un temps. Et ce temps-là était fini. Donc, j'ai créé un groupe de gospel au sein de l'armée. J'étais dans le groupe de l'orchestre du vocal de l'armée, les Guerrieros. Mais comme j'étais aussi chanteur dans des chorales, je jouais à l'accordéon toujours, comme aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je crée un groupe qui fera du negro spiritual, pas à la manière américaine, pas non plus à la manière congolaise, mais créer un style entre les deux. Alors, quelques années après, j'ai eu l'idée de créer cet ensemble, ce groupe, ce quatuor qui est devenu les Perles. En créant les Perles, ça a vraiment changé les choses musicalement, quoi, au sein de chorales et tout ça. Et puis un jour, on nous propose d'aller faire une tournée africaine. Nous avions mis 2 ans de tournée africaine. On est à gauche, à droite, en haut, en bas, partout, un peu en Afrique. Et ça finit par une longue récompense. C'était le cadeau pour aller représenter le continent africain et le Congo en Europe, en 1981. Donc, nous sommes arrivés en Europe pour un festival en RDA à l'époque. On a obtenu le premier prix. Et de ce premier prix, j'ai dit aux amis, ceux qui veulent rentrer, là, en ce moment-là, je commençais à me réveiller. Je me suis dit, c'est maintenant qu'il va falloir penser à ce que j'avais dit à mon père. Chercher où sont partis mes ancêtres. Alors, de la RDA, on descend à Paris, on essaie de s'installer comme on pouvait, et des amis qui étaient sur place déjà nous ont reçus. Et puis très rapidement, je me suis rappelé que j'avais des amis américains qui correspondaient avec moi, à qui j'ai raconté beaucoup de choses dans mes courriers. C'était le célèbre groupe, le Golden Gate Quartet. Alors j'ai écrit, dans mon dernier courrier avant de quitter le Congo, j'ai écrit au Golden en leur disant, nous arrivons en Europe, mais ça sera certainement en France. Dès que je suis arrivé en France avec les amis, la première semaine, je voulais découvrir un peu la ville de Paris. Et, voilà. Et je tombe sur une affiche du Golden. J'ai dit, je vais aller les voir. Je suis allé les voir. Alors, ils étaient contents. Et j'ai vu le chef du Golden Gate qui pleurait en me voyant, disant, c'est toi, mon fils, qui m'a écrit plusieurs fois. Oui. J'ai dit, mais oui, c'est toi l'ancêtre, le descendant de mes ancêtres qui sont partis aux États-Unis, en Amérique, un peu partout. C'est toi que je revois avec tes amis. Il me dit, oui. Alors, le programme, j'ai dit, mais le programme qu'on a, on a un projet pour aller en Suède. 2 semaines plus tard, nous sommes allés chanter en Suède, invités par la mission protestante en Suède. On est passé en Suède pendant un mois. Depuis la Suède, nous recevons une invitation d'amis qui étaient aux Antilles, mais installés à Paris. Des Antillais installés à Paris, qui étaient aussi des membres de chorale.
Mais pendant que vous êtes en train de faire tout ce parcours-là, vous avez déjà un plan de votre exploration ou bien c'est parce que vous vous étiez dit ou vous avez eu l'idée d'aller reconquérir cette Non, identité que vous étiez en train d'aller comme ça, comme qui dirait, conduit par le vent, c'est ça? non, ce qu'on faisait, personne n'avait prévu cela. Personne. Donc, ça tombait, pif, on réalisait. Pif, on partait. Donc, on arrive à Paris, on nous demande d'aller chanter en Guadeloupe et en Martinique. Mhm. Je me suis dit, ah, là, je me souviens maintenant que mon père me parlait de la Guadeloupe et de la Martinique. Et quelque part, une idée de mon grand-père, le papa de ma mère, qui me disait, mon petit-fils, je vois en toi quelque chose qui brille sur ta tête. Alors, tu vas partir très loin et tu verras nos ancêtres qui sont partis, qui ne sont jamais revenus. Je me souviens encore, comme j'en parle maintenant, je me souviens de cette parole. Il me dit, mais la seule chose, il suffit que tu poses le pied sur ces terres nouvelles et que tu regardes là où tu poses les pieds, tu verras et tu entendras. Je dis, comment ça, papy? Il me dit, tu verras les traces de tes grands-parents, de nos grands-parents qui sont allés depuis là-bas. Alors là, il a fondu un arbre. Alors, on est parti sur la Guadeloupe, la Martinique d'abord. Bon, les amis du groupe, eux, ça, c'était pas quelque chose qui leur tenait à cœur. Bon, moi j'avais quelque chose que je voulais concrétiser, voulais voir. On arrive, donc, on descend à l'aéroport de Lamentin, de la Guadeloupe, de la Martinique. Et en sortant de l'avion, je vois au loin le personnel de l'aviation, la fin de l'aéroport, qui travaillait un tout petit peu. Je voyais des Noirs. Je dis, mais c'est pas possible. Ici, il y a des Noirs. Et subitement, j'aperçois un monsieur qui ressemble au cousin de ma mère. Même taille, même démarche. Je dis, mais c'est pas possible. Et je l'appelle. Le monsieur s'arrête, il se retourne en me disant, vous m'avez appelé. Je dis, ah, c'est dommage, c'est pas lui, c'est pas le même accent. Et il s'est approché vers moi, il me dit, bonjour messieurs. J'ai dit, bonjour. Vous êtes africain? J'ai dit, oui, je suis africain. Vous venez de quel pays comme ça? Mais là, je viens de Paris, mais je viens. Je n'ai même pas prononcé le mot Congo, c'est lui qui l'a sorti. Je viens du Congo? Moi, j'ai dit oui, je viens du Congo. Ah, oh, cousin! On peut parler d'une forme de connexion Une connexion comme spirituelle ça que ou... je ne peux pas expliquer. Alors là, le monsieur était content. Il me prend la main, il vibrait, il tremblait comme ça. Il me dit, mon frère, bienvenue ici. Vous allez voir beaucoup d'Africains qui sont arrivés, les descendants d'Africains qui sont arrivés ici. C'est nous autres. Nos grands-parents sont arrivés ici il y a longtemps. Nous, par contre, moi, je ne connais pas l'Afrique. Je n'ai jamais été en Afrique. Mais j'aimerais bien y aller. Mais alors, quand tu vas regarder autour de toi, tu verras des Antillais, des Martiniquais ou des Guadeloupéens qui sont ici, qui ressemblent aux Africains. Mais d'autres vont vouloir, certains vont vouloir se rapprocher de toi, d'autres vont vouloir aussi s'éloigner, ou alors ils auront peur, parce que dans nos têtes, il se passe beaucoup de choses qu'on nous a inculquées. On nous a même appris que... Qu'est-ce qu'il voulait vous dire par là? Il voulait me D'autres dire par vont là s'éloigner de que vous? chez nous, ici aux Antilles, pour beaucoup de ceux qui n'ont jamais voyagé, ils vont penser et croire, et ils continuent à penser et à croire, certains, que c'est vous les Africains que nous aviez vendus. Il y a Alors ce moi, je dis, ressentiment-là. là, je dis, mais ça, j'ai dit, mon frère, tu penses que si l'Afrique ou nos arrière-grands-parents qui sont restés en Afrique avaient vendu leurs enfants, l'Afrique serait si pauvre? Mais l'Afrique serait plus riche que le Vatican, même pas les États-Unis, mais plus riche que le Vatican, parce que le Vatican est plus riche Et que donc, les si je Américains. comprends très bien, ça c'est l'histoire que, comme qui dirait, le maître ou enfin le maître blanc a raconté à ce Voilà, voilà. monde pour dire que vous avez été vendu par vos parents alors qu'on arrachait les enfants, comme on le sait. Mais justement, c'était simple pour eux de le dire. C'était une excuse plus facile pour éviter que ces Africains qu'ils ont appelés esclaves. Pour moi, jusqu'aujourd'hui, je ne les appelle pas forcément, du fond de mon corps, je ne les appelle pas des esclaves ou des descendants d'esclaves. Je les appelle Africains qui sont nés là-bas.
Oui, parce On que moi, t'achète. j'ai rappelé cet élément-là, il est très important parce que longtemps, on nous a fait croire que ce sont nos parents, nos aïeux, qui nous ont vendus, alors que j'entendais quelqu'un dire, ben non, en Afrique, on ne vend jamais les enfants. Donc, un parent ne pouvait jamais, au grand jamais, vendre son enfant, quel que soit le prix. Et donc, Ça ne comme s'est vous jamais dites, produit. ben voilà, on a inoculé à certains de ces Africains, de ces Congos, pour leur dire que ce sont vos parents qui vous ont vendu. Tout ça, c'est un peu l'histoire, comme qui dirait, biaisée, qui a été racontée, évidemment, à ces Congos pour essayer un peu de justifier, comme vous avez dit, hein, l'acte posé par, évidemment, le colon, s'il faut le dire comme ça, ou le Oui. maître. C'était trop facile et plus simple à faire croire. Mais en le faisant croire, il y avait un élément qui s'ajoutait. Ils obligeaient, ils les obligeaient à croire que c'est comme ça que l'histoire se passait. Vous pouvez imaginer un continent aussi fort, aussi grand que l'Europe, vendre ses enfants? Vous voulez dire l'Afrique? L'Afrique, un continent aussi fort, aussi grand, pouvait vendre ses enfants? Et puis nos parents, nos arrière-parents seraient heureux de voir les petits-enfants partir. Parce que si je vous raconte, mon cher Christian, j'ai un exemple. Je fais une parenthèse. J'ai un ami, un frère qui est là-bas, dont son arrière-grand-père est parti du Congo avec son père et sa mère. Lui, il avait 7 ans. Son arrière-grand-père avait 7 ans. Ils ont pris le papa et la maman. Bon, j'imagine, je ne sais pas, c'est moi qui le dis, mais je ne sais pas. Peut-être que ce couple-là et leur enfant revenaient du champ ou allaient au champ. On les a chopés sur la route, on les a mis dans le lot, on les a embarqués. Le petit avait 7 ans. Ils sont partis du village de mes parents. Et ils portent un nom Congo, Ndendele. Ndendele. Comment on peut traduire Ndendele, cela? j'ai pu, ou bien je peux. C'est une famille qui est en Guadeloupe. Et ce monsieur-là est de 3 générations. Ils ont gardé le même nom. Sa maman était une bonne négresse. Quand elle a eu sa fille, qui commençait à grandir, sa fille lui a demandé, maman, quand je serai plus grande, je vais travailler chez le maître pour garder ses enfants. Et ce petit jeune Ndendele, ce n'est pas celui qui est parti du Congo, parce que celui qui est parti du Congo, il a déjà grandi, il est mort, il a laissé des enfants et des enfants et des enfants. Mais ils ont gardé le même nom. Mais cette jeune femme Congo, qui s'appelait Ndendele, se retrouve femme de ménage ou alors une jeune femme qui gardait les enfants du maître. Quelque temps plus tard, l'épouse du maître est décédée et le maître était obligé de garder cette jeune femme qu'il a épousée. Ils ont eu 8 enfants. Et celui dont je vous parle, il est en 7e position. Si aujourd'hui, il nous suit, il peut suivre ce que je dis. Il ne va pas démentir. Alors, lui, il porte le nom de Ndendele. Son papa était métropolitain, qui s'appelait Leclerc. Mais la maman a donné à son enfant, à tous ses enfants, le nom de Ndendele. Alors un jour, j'arrive en Guadeloupe, je suis à la fête des Congos de la Guadeloupe, il a voulu me rencontrer. Je vois un monsieur qui était là, qui a une ressemblance incroyable avec le commandant Branco, le défunt commandant Branco. Je le vois, on me dit, Alphonse, oui, le monsieur qui est assis là-bas, il veut te voir, ça fait longtemps qu'il est là. Il dit, d'accord, il peut venir, il n'y a pas de problème. Il s'approche vers moi en me disant, cousin, excusez-moi, je voulais savoir, moi j'ai travaillé sur le document des archives, j'ai suivi le nom, je remontais le nom de mon arrière-grand-père qui venait du Congo. D'abord, avant de dire ça, il me dit, quand vous me regardez, vous pensez que je ressemble à quel type d'Africain? J'ai dit, ouais, mais vous faites le type marocain, tunisien. Alors là, quand je dis ça, il a explosé de tristesse. Il a dit, non, 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 je suis petit-fils, arrière-petit-fils Congo.
Je m'appelle Dandélé. Je dis non. Mais comment il s'est retrouvé avec une morphologie, par exemple, des Marocains Voilà. C'est un mélange avec… C'est ce que je croyais. Oui, oui, c'est ce que j'ai cru à l'instant. Il me dit, non, non, je suis arrière-petit-fils Congo. Mon arrière-grand-père qui est venu du Congo à l'âge de 7 ans s'appelait Ndendélé. Dandélé d'abord. Et quand il lit Dandélé, il reprend Ndendélé. Mais je dis non, c'est Ndendélé parce que vous avez enlevé la lettre N. Oui, parce que les deux consonnes ne se prononcent pas bien chez nous. On dit Ndendélé. Je dis non, ce n'est pas Ndendélé, c'est Ndendélé. Je lui ai donné l'explication du nom qu'il ne connaissait pas. La traduction. Alors là, il a bondi de joie, il a pris son téléphone, il a appelé ses frères pour leur dire qu'il avait la signification du nom qu'il cherchait toujours. Et il me dit, il y a quelques années, j'ai voulu aller au Congo, en voyage organisé, on est arrivé au Sénégal. Les amis avec lesquels je voulais aller au Congo se sont désistés et du coup, j'étais obligé de revenir. Mais là, maintenant, mon frère, je ne vous lâche pas. Et là, pendant ce temps-là, il ne me dit pas, moi non plus, je n'avais pas compris que le village d'où venaient son arrière-grand-parent, c'était le village où étaient mes arrière-grands-parents paternels. C'est quel village au Congo? Ça existe encore? Kimbélé. Kimbélé. Les Congolais entendent Kimbélé, ils le savent. Pas très loin de Moussana, Luingui, dans cette région-là, de Moussana où je suis né, Kimbélé. Et ça, j'ai eu la confirmation il y a quelque temps de cela. Alors je dis, mais le village de ton arrière-grand-père s'appelle Kimbélé? Il me dit oui. Et il me montre un plan qu'il avait élaboré pour arriver à Kimbélé. Une fois arrivé à Brazzaville, comment fallait-il faire? Quel chemin prendre? Quelle route nationale prendre pour arriver à Kimbélé? J'ai dit, mais vous avez fait un grand travail. Il ne vous restait que le guide. Eh bien, je suis là. On ira. Brièvement, entre-temps, l'année dernière, il a réussi à sensibiliser plusieurs de ses cousins, ses cousines, quelques membres de la famille un peu éparpillés en métropole ou au Canada, aux États-Unis. Ils se sont regroupés. Tous portent le même nom. Des femmes comme les jeunes garçons, les jeunes filles, les anciens, tous ont le nom de Lundendélé, Anne Lundendélé, Dandélé, ils disent Dandélé, Dandélé, Dandélé. Ils se sont retrouvés là, en Guadeloupe, mais du côté de Marie-Galante. Marie-Galante, c'est l'île sur laquelle on envoyait les têtes brûlées, disait-il. Le plus dur des Congos, souvent qui se rebellaient. Ben, il y avait d'autres, mais plus. Et finalement, c'est un peuple, j'allais dire, initialement guerrier, c'est ça, le Congo? Le Congo n'était pas forcément guerrier, ils étaient très pacifiques. Mais ils aimaient plutôt le vivre ensemble. Ça, on le sent encore jusqu'à présent. Nous savons, maintenant nous savons pourquoi. On a en nous, chez nous, on voit des situations qu'on n'a jamais vécues. Jamais. Le Congo aime fédérer. Prendre même des parents ou des personnes qui ne connaissent pas, ils le mettent dans le cercle de la famille, et c'est la famille. Moi, quand j'étais à l'école primaire, je fréquentais avec les gens du nord, de l'ouest, de l'est, qui étaient Teke, Vili, Mboshi, ou je ne sais pas quoi, tous les dialectes du pays. Mais ça, on n'en faisait pas attention. Ça ne nous intéressait pas de savoir qui était qui. Nous étions les enfants d'une même école, on avait les mêmes maîtres, les mêmes enseignants, et on partageait les mêmes joies. Parce qu'en cette période de déracinement, les populations se déplaçaient. Les populations fuyaient. Ils fuyaient le maître qui venait avec le fouet. Mais pour les endormir, comme disait un ami, pour les endormir, pour les calmer, on leur portait la Bible. Pour dire, bon voilà, il faut croire en Jésus. Mais les Congos connaissaient déjà l'histoire de Jésus. L'histoire de Dieu ou bien de Jésus? Jésus ou Dieu, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils connaissaient déjà cette force-là, ils la connaissaient. C'est d'ailleurs même ça qui a fait que chaque fois, il disait, si nous souffrons, Nzambian Pungu nous aidera.
Et nous avons une foi en Nzambiampungu. Mais le Nzambiampungu qu'ils avaient, ou le Jésus dont ils savaient l'histoire, n'était pas ce Jésus aux yeux bleus, cheveux longs. Hein? Voilà. Ça, alors, donc, lorsque vous faites cette découverte en Guadeloupe, vous avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez retrouvé les mêmes traits, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques, la même culture, oui, la même manière de vivre Oui, on arrive, on passe un séjour en Guadeloupe, à Martinique d'abord. C'est un séjour d'une quinzaine ou vingtaine de jours. On est reparti, donc on est revenu en métropole. Et l'année qui a suivi, parce qu'on était parti en fin d'année, l'année qui a suivi, nous sommes encore invités, mais cette fois-ci, ce n'est plus en Martinique, c'est en Guadeloupe. Mmh. Alors là commence une histoire. Étant parti de la métropole avec l'idée de retrouver les miens, j'atterris en Guadeloupe. On nous amène à l'hôtel. Et j'arrive là, je regardais le monde autour de moi, j'avais l'impression d'avoir déjà rencontré ces gens-là. Je dis, mais c'est pas possible que les gens se ressemblent. Alors, je suis à l'hôtel, les amis sont allés se reposer, je demande un bottin téléphonique. Ayant beaucoup dans ma tête, dans ma mémoire, les noms Congo, j'ai dit, bon, ben, je vais commencer par les noms qui ont des consonnes. Mmh. Le nom en E, I, O, A ne sont pas fréquents chez les Congos. Alors, du coup, je commence par la lettre B. Je regarde la lettre B. Batila, Bayala, Basila, Bakeba, Ba. Je dis, mais ça, c'est des noms Congo. Alors, je demande un stylo, un papier. Je note tous les noms avec les adresses et téléphones. Je passe la lettre B à une autre lettre, une autre lettre, une autre lettre. Oh, 30 minutes, 40 minutes. J'ai relevé tous les noms que je pouvais. Puis à un moment, je me suis dit, là, je suis fatigué, il faut que je me repose. Je vais continuer demain. Pendant que je me le disais dans ma tête, la pointe de mon stylo est restée accrochée sur le bottin au-dessus d'un nom. Je ne faisais pas attention, donc je réfléchissais, mais ma petite main bougeait un petit peu et je mettais une marque sur le nom sans faire attention. Quand j'ai voulu fermer le bottin, j'ai vu que j'ai fait une tache. Et la tache est tombée sur le nom de mon grand-père, le papa de ma mère, le grand frère de ma mère, Masembo. Alors là, ce n'est plus la chair de poule, je ne sais pas, la chair d'un animal qui n'a jamais existé. J'allais dire la chair de dindon alors. Oh là. C'est plus gros. J'ai dit, mais c'est pas possible. Mais ce nom s'écrit de la même manière. J'ai dit, ah, c'est peut-être quelqu'un qui est venu ici. Et quand je regarde bien, je dis, mais c'est pas possible. Masembo, il y en avait plusieurs. Le premier nom Masembo qui a eu la tâche. Masembo comme Masembo Lubaki, comme Masembo Lubaki. Ah, j'ai dit, mais non, je vais appeler cette personne. Je peux appeler? Oui, monsieur, allez-y. Je prends le téléphone et je commence à appeler. Dès que j'appelle, allô, bonjour madame. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je vous appelle de la Guadeloupe. Je suis nouvellement arrivé en Guadeloupe. J'aimerais bien parler à monsieur ou madame Masembo. Monsieur, d'où venez-vous? J'ai dit, ben, je viens d'Afrique, je suis du Congo. Attention, monsieur, nous, on a beaucoup souffert ici, nous les Congos. On ne nous aime pas trop. Si vous êtes venu pour vous moquer de nous, monsieur, ça va vous coûter cher. Je dis, non, madame, je ne viens pas me moquer de vous. Vous portez le même nom que mon grand-père. Mon grand-père est de la lignée de Masembo. Au pays, chez nous, au Congo, nous avons même tout un patelin qui s'appelle Masembo Lubaki, parce que Masembo Lubaki était un grand chef de la contrée. Mais il se pourrait que vous et moi, nous sommes deux cousins. Madame, vous pouvez me dire comment vous écrivez votre nom? Elle m'épelle les lettres. Et alors, elle me dit, écoutez, je vous passe ma cousine. Elle me passe sa cousine. Sa cousine, au lieu de me parler, elle s'est mise à pleurer. Elle me passe un autre cousin. Un autre. Je suis resté 1h20
à discuter avec eux. Je dis, écoutez, moi je viens d'arriver, mais j'aimerais vous rencontrer, je viens vous voir. J'ai dit, je ne suis pas venu me moquer de vous, je suis venu vous chercher parce que j'avais fait la promesse à mon père que je devais retrouver les miens. Alors, on est jeudi, dimanche après-midi, je viendrai vous voir. Alors du coup, oulala, entre le jeudi et le dimanche, les Massembo et les autres Congos se sont appelés de toutes les communes de la Guadeloupe où ils étaient. Ils se sont appelés et le dimanche matin, dès 8 heures, ils étaient déjà au rendez-vous. Alors que moi, mon rendez-vous était fixé pour 17 heures. J'ai pris tout mon temps. Une dame m'a prêté sa voiture que je ne connaissais pas, qui m'a vu chanter ce dimanche-là, le matin, en sortant de l'église où j'avais expliqué que dans cette même communauté qui me regardait, il se pourrait que 2 ou 3, 4 personnes avaient le même ancêtre que moi. Mais eux portaient des noms différents. Ou parfois, ils avaient changé leur nom. On leur obligeait de changer les noms. Mais dans la manière de manger, de parler, de discuter, de vivre, il y a du Congo. On le ressent en eux. La dame m'a vu dans cette église où je chantais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé avec une chemise légère comme ça, dans cette église. Et le pasteur a remarqué que j'avais une chemise en fleurs, alors que cette chemise ne se portait pas les dimanches à l'église. Et il demande à l'assemblée si quelqu'un était là, nouvellement arrivé, un visiteur, qu'il se présente, qu'il nous dise d'où il était, qu'est-ce qu'il fait. Bon, voilà. Tout le monde, ceux qui ont pu se lever, se sont levés, se sont présentés. Et moi, la dame qui m'a amené dans cette église-là, c'était aussi l'organisatrice de notre concert, qui me dit, Alphonse, attends, est-ce que tu n'as pas de veste chez toi? Tu n'es pas venu avec des vestes? Je dis, des vestes? En plein culte, comme ça, tu me parles de vestes? Il me dit, oui, parce que le pasteur est en train de parler de toi à cause de la chemise que tu as portée. Ah bon? D'accord. Alors, je sors. Non, ne sors pas. Il va t'appeler. Un moment, je suis resté là, je n'ai pas bougé. Et il me dit, et le frère qui est là-bas avec la chemise en fleurs. Alors là, tout le monde a rigolé. Est-ce qu'il peut nous dire d'où il vient? Parce que j'étais le seul à porter cette chemise-là. Ils étaient tous bien habillés, chapeau, tout ça. Là. Je me lève. Et là, je me disais, pourvu qu'il ne me donne pas un micro. S'il me donne un micro, alors là, je ne vais pas le rater. Il me donne le micro. Je prends le micro et j'avance devant la scène. Je dis bonjour, je salue tout le monde, j'explique d'où je venais, que j'étais Congo. Je dis Congo, ce n'est pas une injure comme vous prétendez le dire. Vous croyez que Congo, c'est une injure en Afrique? Non. Congo était devenu un mot qui ne passe pas ici. Parce que les derniers arrivants du Congo, de Pointe-Noire, qui sont partis de Pointe-Noire, sur les 2 derniers bateaux, il y avait 6653 jeunes. Moyenne d'âge 10 ans. Mais ils en ont pris ceux qui avaient moins de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils partent jeunes pour grandir là-bas et travailler longtemps, le plus longtemps possible. 2 bateaux. La Stella et la Marie sont arrivés à Pointe-Noire. Certainement parmi vous, j'ai eu mes ancêtres qui ont laissé des enfants et des enfants, et vous qui me regardez. Je vais chanter dans une langue que nos arrière-grands-parents ont emportée ici. Parce que quand ils sont arrivés ici, ils ne parlaient pas français. Ils ne chantaient pas en français, ni en anglais, ni en espagnol, ni en portugais. Ils chantaient en Kikongo. Et les premiers arrivants, les précédents qui étaient là, ont mal accepté les derniers, tout simplement parce qu'il y a eu déjà l'abolition de l'esclavage. Et comme après l'abolition de l'esclavage, pendant au moins, je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas si c'était 4 ans ou 5 ans, la France allait toujours piocher les petits jeunes.
qu'ils appelaient les travailleurs libres. Étaient-ils libres? Ils ont vécu, ils ont connu les mêmes conditions. Bon, on les appelait des libres, on disait qu'ils étaient libres, mais tout ça simplement pour tromper l'opinion internationale. Ouais, c'était juste une rhétorique, ouais. Une façon Voilà. de tromper l'opinion. Alors du coup, j'ai chanté, et à la sortie, pendant que je chantais, un petit gamin de 5 ans, je crois même 4 ou 5 ans, un petit garçon, traverse la salle, l'église. Elle est partie des bras de sa mère. Elle m'a fouillé dans la foule. Elle est venue. Le petit gamin est venu sur moi. J'ai pris le gamin, je l'ai mis sur mes pieds et sur mes genoux. Je l'ai gardé. Pendant toute la prédication du pasteur, le gamin s'est endormi dans mes bras. À la fin, la maman vient chercher cet enfant. Dit, excusez-moi, mon enfant vous a dérangé. Je dis non, pas du tout. J'étais très content parce que moi aussi, j'ai des enfants. Et à la sortie de l'église, à l'extérieur, elle me dit, monsieur, j'aimerais que vous veniez chez moi expliquer à mes enfants. Elle en avait 8. Vous allez expliquer à mes enfants d'où viennent nos grands-parents. Et du coup, elle attrape ma main. Elle regarde sa main et la mienne. Elle dit, mais votre main et la mienne sont identiques. Mais pourquoi moi, je suis française et vous, vous êtes congolais? Je dis, ouh, ça, c'est une autre explication qui sera plus longue. Donc, je viendrai chez vous ce soir. Le même dimanche, avant mon rendez-vous de 17h, je suis donc allé vers 14h dans cette famille-là, où m'attendaient au moins une quinzaine de personnes, des voisins du palier qui étaient là, qui m'attendaient tous. Il fallait que j'explique. J'ai parlé, j'expliquais, j'ai parlé. Je voyais qu'ils pleuraient, je voyais qu'ils avaient envie de s'arracher les cheveux. Mais qu'est-ce qu'on Et quand a tu leur fait? parlais, tu leur expliquais quoi exactement? Tu leur Je leur rappelais parlais du l'histoire? Congo. Je leur parlais du Congo. Je leur parlais de la condition, de ce que moi je savais. Je ne connaissais pas tout, mais ce que j'avais appris à l'école et ce que je voyais tout le temps dans mes voyages en Afrique. Je leur parlais de l'Afrique, mais c'est impossible, c'était dur pour eux de comprendre ça. Parce qu'ils sont nés sur place, sur une île. Ils ont grandi là-bas, ils ont vieilli là-bas et ils meurent là. Ils n'ont pas eu le temps tous de voyager et de connaître ailleurs. Mais tu leur as raconté aussi le Congo contemporain, hein, celui que nous Oui. vivons là, non? Ah oui. Et à la fin, cette dame me dit, Monsieur Alphonse, vous savez conduire? Je dis oui. Elle descend, elle sort sa voiture, elle va faire le plein, elle revient. Elle me dit, je vous donne ma voiture, vous la gardez le temps que vous voulez. 1 mois, 2 mois, je m'en fous. Visitez le pays comme vous voulez. À cette époque-là, il n'y avait pas encore de GPS, donc il fallait une carte. Je demandais une carte. Naturellement. Et je rentre donc chez moi avec cette voiture-là où j'étais reçu. Et le lendemain matin, les amis voulaient qu'on aille visiter. Je dis, mais j'ai une voiture. Mais comment t'as fait? J'explique. Arrive le moment où je partirai, donc le dimanche, rencontrer la famille Massembo qui m'attendait. Je dis, je ne sais pas comment ils réagiront quand ils me verront arriver, parce que dans leur tête, certains pensent que nous les avions vendus. Mais moi, en arrivant là-bas, est-ce que je serai bien accueilli? Oh, zut, alors, je vais faire demi-tour. Je fais au moins 45 km pour arriver à Cap-Esther, dans la petite commune, la commune où se trouve la famille Massembo. J'arrive à 2-3 km, j'arrête la voiture, je sors, je fais le tour de la voiture, je dis non, je fais demi-tour. Je ne peux pas. Si j'avais été accompagné, oui, par des amis, oui, mais tous les amis ne sont pas venus, je suis seul. Et il arrive que, bon, malheureusement, si se déclenche là-bas une bagarre, personne ne va m'aider, alors je fais demi-tour. Je refais demi-tour. Je me fais 1 kilomètre. J'entends comme une voix. Mais n'abandonne pas, vas-y, tu es là pour ça, allez, vas-y. Je bloque les freins, je tourne. Je rentre entre deux voitures, pouf, je refais le chemin. Je vois le panneau qui indique la section, parce que c'était par section qu'on les avait installés là-bas à l'époque. Je vois le nom Cambrefort.
Moravie, c'est là. Et je rentre sur la petite bretelle. 300 mètres plus loin, je vois personne. Mais je vois des maisons, mais personne dans la rue. Je dis, mais il n'y a personne. J'avance encore. Et comme quoi tout le monde s'était rassemblé, comme quoi tout le monde s'était Ils m'attendaient rassemblé au déjà lieu. depuis 7 heures du matin, ils étaient là. Mais moi, je ne Voilà. connaissais pas l'endroit. Donc, je cherche à aller là-bas. Et là, je vois, curieusement, je vois au loin un petit gamin, un petit jeune homme qui traverse. Je klaxonne, il s'arrête. Il vient vers moi. Je dis, monsieur, bonjour. Je dis, oui, bonjour. Vous cherchez quelqu'un? Je dis, non, je ne cherche pas quelqu'un, mais je cherche une famille. Je cherche la famille Massimbo. Ah, vous cherchez la famille Massimbo? Vous êtes le cousin Alphonse? Je le regarde, je dis, mais c'est pas possible. Comment vous me connaissez? Mais parce que depuis vendredi ou jeudi, tout le monde parle de ça. Donc, la nouvelle avait été déjà répandue dans tout le village, c'est cela? Alors, je vous amène là où se trouve ma famille. Il fait le tour de la voiture, il ouvre la portière, il rentre. Dès qu'il rentre dans la voiture, il chale comme un gamin. Il devait avoir à l'époque 17 ans. Il pleure comme un petit garçon. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Il dit, c'est la première fois de ma vie que je touche un vrai Congo. 5 minutes après, on arrive. Et je vois sur la route, au bord de la route, un groupe, un attroupement. Je dis, ah, il se pourrait qu'il y a des danseurs là-bas, un ballet qui danse, ou bien alors il y a un deuil. Donc je ralentis. Il dit, non, 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 c'est là qu'on arrive là. Ah bon? C'est la famille? Oui, c'est la famille. Tout le monde t'attend. Moi, j'étais là, mais j'étais un peu fatigué. Je dois aller manger à la maison. Donc là, on t'attend. Quand j'arrive, je n'ai même pas eu le temps de réaliser que je devais freiner. De bien garer la voiture. Ah oui, sûr. Il a klaxonné, il a appuyé sur le klaxon. Je me suis mis sur le côté. Il a tiré sur les freins. J'ai vu les parents de ma famille qui venaient en courant vers la voiture. Ils ont ouvert la portière. Ils m'ont attrapé. Ils m'ont balancé en l'air. Ils m'ont rattrapé. Encore une fois, 3 fois, ils m'ont rattrapé. Et ils commençaient à chanter en Kikongo. Mais mes oreilles entendaient du bruit. Je ne comprenais rien. On traverse, on rentre dans l'enceinte de la résidence, du coin de la maison, des maisons qui étaient là, entre les maisons. On fait le tour du Paclin et il m'amène derrière toutes les maisons sur une petite colline comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? J'entends un coup de feu. Pow! Je sursaute. Je dis, qu'est-ce que c'est? J'ai entendu un coup de feu. Je dis, oui, mais en Afrique, on nous disait, les Congos, quand ils recevaient les chefs des cantons, les chefs de ceci, les chefs de village, des notaires qui arrivaient, ils tiraient toujours un coup de fusil à l'arrivée et au départ. Je dis, qui vous a dit ça? Mais nous le savons. Je dis, c'est pas possible. Mais pourquoi alors derrière ces maisons? Nous sommes derrière ces maisons parce que la colline, la petite montagne là que vous voyez là, le grand arbre là qui est là, un grand manguier, c'est un terrain. C'est là où on a enterré nos derniers ancêtres. Alors là, je n'avais plus de parole. Je me retourne, je dis, mais mettez-moi par terre, il faut que je marche. Vous me retenez comme ça en l'air, mettez-moi par terre. Il dit, tu es notre invité, on va partir s'asseoir à côté. Dès qu'on a fait demi-tour, ils ont tiré un deuxième fusil, un deuxième coup de fusil. Et alors, ils avaient préparé les bancs et tout, la boisson et tout. Je me suis installé. Oh là là. Les enfants, je voyais des mamans, des mamies, des papis qui tombaient de joie par terre. Pour eux, il n'y avait plus de doute, ils étaient de Congo. Et que j'arrivais pour confirmer cela. Parce que plusieurs parmi eux ne croyaient plus trop à ça. Mais si nous étions des Congos, mais qu'est-ce qu'ils font là, les autres Congos? Nos Congos qui sont en Afrique. Ils me posent la question, tu es venu nous chercher? Je dis non, je ne suis pas venu vous chercher, je suis venu vous découvrir, vous connaître. Mais j'espère qu'un jour, on ira au Congo. Est-ce que vous avez... Et donc, lorsque vous les rencontrez comme ça, quels sont les premiers signes qui vous marquent de reconnaissance lorsque vous les rencontrez comme ça? Le tout premier signe qui m'a marqué, toutes les femmes qui étaient là, presque toutes les femmes qui étaient là,
n'étaient pas en pantalon, ni en robe. Enfin, Elles ont gardé la culture des pagnes, c'est ça? quelques-unes avaient porté, les jeunes avaient porté des robes, mais les grandes dames qui étaient là étaient en tenue africaine, habillées comme des femmes africaines. Et c'est là où je me suis dit, mais toutes ces femmes-là sont de Guadeloupéennes? Oui, nous sommes des Congos. Alors, est-ce que vous avez un doyen ou une doyenne? Attends, elle va arriver, la doyenne, elle va arriver. 5 minutes ou 10 minutes après, je vois une voiture qui vient s'arrêter là. Et quand la voiture s'arrête, quelqu'un se précipite pour aller ouvrir la portière. La dame qui sort de la voiture, c'était la plus âgée de la famille. Elle s'appelait Rose Aimée Massembo. Alors, dès qu'elle est sortie de la voiture, il y a eu un silence. Elle prend sa taille, elle tient sa taille comme ça. Elle pose la question. C'est qui l'Africain? C'est qui le Congo? Tout le monde me regarde et moi je dis, c'est moi. Elle s'approche, me dit, tu es Congo? Toi, tu es Congo? Moi je dis, oui, je suis Congo. C'est comme si dans sa tête, elle pensait qu'un Congo qui devait arriver ce jour-là était grand de taille. C'était, voilà. voilà. Et il voit un petit bonhomme là. Les vrais Congos de ce temps-là, évidemment, là aussi, il faut reconnaître que la morphologie a changé quand même. Hein. Ah oui. On a vu les Congos, qui étaient quand même des castards, comme on disait avant. Ah oui. Ah oui. Elle me dit, tu es vraiment Congo? Moi, j'ai dit oui. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es Congo? Je dis, mais le fait que vous portez le même nom de mon grand-père, je connais le papa de ma mère, a le même nom que vous. Mais les enfants, je lui ai expliqué la signification de son nom. Alors là, tout le monde était content. Ceux qui pleuraient ont arrêté de pleurer. Ils s'approchaient vers moi. Ah, ils étaient attentifs. Les Congos existent encore en Afrique. Je dis, on est encore plus nombreux que jamais. On est là. Mais avant de continuer, mamie, je veux te demander, est-ce que tu peux chanter pour moi quelque chose que tu as gardé? Parce que là, il chante, je ne sais pas ce qu'il chante là. Je n'ai pas entendu, je ne comprends pas. Mon cher Perrin, c'est à cet instant-là que mes oreilles se sont ouvertes. Pour comprendre finalement ce qu'ils étaient en train de chanter, c'est ça? Oui, pour moi, tout le monde chantait, mais je ne faisais pas attention. C'est en ce moment-là, quand elle a dit, bon, les enfants, vous me suivez, hein? Je chante et après vous continuez, d'accord? Oui, mamie, oui, papi, oui, tati, oui. Voilà. Elle claque les mains. Je dis, oh, voilà le premier signe. Le mot qui sort de sa bouche, c'est un mot que les Congos utilisent pour chanter. Yeah, yeah, yeah. Alors là, je l'ai arrêté brusquement, je l'ai tenu avec mes bras comme ça. Je dis, mais madame, attendez. Vous avez dit quoi? J'ai dit, aïe, aïe, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. C'est comme ça que mes grands-parents chantaient toujours. Ma grand-maman disait toujours, aïe. Alors j'explique le yaye qui vient de yaya. Eh ben yaye. Oh les frères ou les sœurs. Yaye. Yaya. Ah bon? Mais c'est pas vrai. J'ai dit oui. Alors chante maintenant. Yaye, yame mwana yasweka kuna tadi diakalunga, yame mwana yasweka kuna. Oh, il n'a pas fini la troisième phrase. C'était moi. C'était à mon tour de chalet. Je comprenais tout ce qu'elle disait, comme si c'était écrit sur un tableau. Alors là, eux-mêmes commençaient à se poser la question de savoir, mais mamie, mais arrête de chanter, le monsieur pleure, mais pourquoi il pleure? Qu'est-ce que tu lui racontes là? Il pleure. Je dis, j'ai pleuré parce que je comprends ce qu'elle dit. Vous savez, vous connaissez la traduction du chant? Personne ne sait plus rien, mais nous avons été abandonnés. Non, je vais vous traduire le chant. J'ai caché mes enfants dans les grottes de Kalunga. Kalunga se trouve en Angola. C'est une ville. C'était un petit village qui est devenu une grande ville à Kalunga. Celui qui a chanté ce air-là, qui est parti avec ce chant depuis le Congo là-bas, a dû laisser des enfants cachés dans les grottes. Et peut-être en sortant de ces grottes,
un peu le pouvoir protecteur des familles, c'est-à-dire… Voilà. Peut-être en sortant de ces grottes-là, on l'avait attrapé et on l'a emmené. Et quand on l'a attaché, on le traînait dans les champs, un peu partout pour l'amener sur les bateaux. Il n'a pas arrêté de crier ou de chanter que j'ai caché mes enfants dans les grottes. C'est comme s'il voulait dire, allez voir dans les grottes de Kalunga. C'était en 1856. Alors, si personne n'avait été dans ces grottes-là, jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez imaginer ce que sont devenus ces enfants-là. Alors là, il ne fallait pas que je le dise. Tout le monde est tombé à pleurer. Je voyais des gens qui étaient furieux. Il y en avait d'autres qui étaient là, qui ne disaient plus rien. Il y en avait qui rêvaient, qui étaient dans la tête, ils étaient loin. Un autre qui était là, un Massimbo qui était là, un Rasta qui avait des locks, des très longs locks. Il disparaît, un moment, il va chez lui. 10 minutes après ou 15 minutes après, il revient avec une tête rasée. Alors tout le monde s'étonne, mais c'est le grand de la famille, mais pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, laissez-moi parler. Il vient, il s'agrippe à moi. Il dit, comment on dit grand frère en Congo? Je dis Yaya. Je vais parler à mon Yaya et à vous aussi. À partir d'aujourd'hui, Et donc, pendant qu'ils étaient là avec vous, et quand il est allé se couper enfin, les cheveux, parce que j'imagine un peu les locks, ça se garde longtemps. Il venait de se débarrasser d'un deuil, c'est cela, et il vous oui. parle lorsqu'il commence à demander quelques mots, en dehors de ce qu'il veut découvrir ou savoir comment on appelle, par exemple, Yaya, vous l'avez dit tout à l'heure, en Congo. Est-ce que dans leur langage, quand ils vous parlaient, vous avez quand même noté aussi quelques mots qui Oui. s'apparentent Oui, à la langue beaucoup de mots. Congo? Beaucoup de mots. Excusez-moi pour cette seconde-là. Je finis quand même la phrase. Je comprends. Il dit, vous me voyez la tête rasée, mon deuil est fini. À partir d'aujourd'hui, mon deuil est fini. Parce que les anciens Congo d'Afrique portaient des locks aussi, quand ils avaient perdu quelqu'un. Et ça, on a vu dans nos traditions Congo. Un veuf ou une veuve, pendant un certain temps, laissait pousser ses cheveux et ça poussait. On les appelle toujours ma foi ou ta foi. Bref. Alors, je dis, ce chant-là, je vous l'explique. J'ai expliqué. Chante encore un deuxième si tu l'as. Mais les chansons, on en a beaucoup. Un deuxième chant. Eh malele, sombo sombo kalumba kako. Eh malele. Là, les femmes se lèvent. Et quand elles se lèvent, chacune a plié une jambe en sautillant sur la deuxième et se déplacer en zigzag. Je voyais la scène. L'explication est arrivée. Vous savez ce que ça veut dire? Chez nous, en Kikongo, sombo sombo veut dire sautiller de gauche à droite. Tu cours, mais tu sautilles. Ah bon? Vous avez gardé le même verbe, somboka, mais en le chantant, vous dites sombo sombo kalumba kako. Je sautille en zigzag, vous ne m'aurez jamais, vous ne m'attraperez pas. C'est comme ça qu'ils étaient. Ah oui? Ils m'ont dit, mais un de nos cousins était en Guyane. Il a rencontré les Guyanais, les Congos de la Guyane. Ils chantent aussi Sombo Sombo. Même le Congo de Guyana, plus loin, eux, ils disaient Jompo, Jompo. Ils sont anglophones. Sombo, Jompo, Jumping. Jusqu'à ce qu'ils les ont invités l'année d'après. Ils sont venus un groupe de 25 des Congos de là-bas qui sont arrivés me rencontrer là-bas. Alors je leur ai dit, écoutez, dites-moi autre chose. Comment vous appelez, par exemple, les feuilles que je vois là-bas, les feuilles de manioc? C'est les feuilles de manioc, mais il ne faut pas toucher. Il ne faut pas toucher, c'est dangereux, tu vas mourir. J'ai dit, mais pourquoi mourir? Parce qu'il y a du poison, on nous a dit. J'ai dit, mais ça fait longtemps que nous parlons. Quand vous voulez parler de ces gens-là, qui ont amené nos ancêtres ici, vous dites, on nous a dit, on leur avait dit.
Oui, mais cette plante-là existe en Afrique. Moi que vous voyez, j'ai été élevé avec. Ça s'appelle le Ntoba ou le Sakasaka. Mais il ne faut pas toucher, Alphonse. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas toucher, il ne faut pas nous payer des problèmes. Je dis, mais si, vous allez voir. J'ai cueilli donc le Sakasaka, un champ énorme. Mais à quoi ça vous sert? Mais nous, on donne ça au cabrier, au cochon. On ne mange pas ça. Je dis, oh, vous allez voir. J'ai donc ramené ce Sakasaka à la maison. Ils m'ont dit, mais on ne va pas manger ça. Hein. Personne ne va manger ça de la famille. J'ai dit, vous allez voir, je vais préparer. Je ne suis pas cuisinier, je ne suis pas cuistot. Ce jour-là, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ma nièce en France pour lui demander comment se faisait le plat. Elle m'a montré, elle m'a indiqué, j'ai tout noté. Et je demandais s'ils avaient un pilon ou un mortier. Oui, nous avons un pilon, un petit pilon avec un petit mortier. D'accord, allez, amenez-moi ça. Ils amènent, je regarde, c'est un petit mortier de table là pour écraser le piment. Je dis, c'est pas ça. Vous avez une machine là, l'appareil, là, le Moulinex là. Je dis, oui, allez, ramenez-moi ça. Ils apportent le Moulinex tout neuf. Je dis, OK. J'ai donc écrasé le Sakasaka. J'ai fait la recette telle comme l'avait indiqué. Dans cette ambiance-là, quels sont les autres éléments que vous avez pu identifier, les dans le langage. similitudes dans le langage? Dans le langage, par exemple, quand il disait oui, la doyenne qui me dit, moi, pour être sûr que tu viens du Congo, tu es un vrai Congo, je vais te demander quelque chose. Ça m'a marqué. Avant toutes les scènes que je vous ai racontées là. Parce que là, c'est le mot de passe, moi, pour être admis dans cette famille-là. Parce qu'après, ils ont commencé par m'appeler tonton, grand-père, yaya, papa, voilà, toutes les appellations possibles. J'étais comme la réponse à leurs questions. Alors, la doyenne me dit, moi, pour être sûr que tu viens du Congo, je vais te demander quelque chose. Si tu réponds juste alors, là, je serai accepté comme un vrai Congo dans ma famille. Je dis d'accord. Ma grand-maman, quand j'étais petite, elle disait toujours quelque chose. Elle disait, Timoun là, la phrase s'est évaporée. Et puis, elle retrouve le dernier mot. Elle commençait par Timoun là, je ne sais plus, mais elle finissait toujours par Moya. Je dis, Moyo, le ventre. Et quand elle me dit ça, en fermant mes yeux, je voyais une scène d'une jeune fille enceinte. Timoun, Moun, qui venait de Moana ou Muntu. Mais créolisé, le reste de Muntu est parti. Il n'y a que le Moun qui est resté. Ou Moana. Et que ça finit par Moya. Je dis, mais pourquoi elle te disait ça? Je ne sais pas, mais c'est à toi de me répondre. Qu'est-ce que tu comprends? Explique-moi ça. Comme si j'avais été informé, je lui dis, mais maman, mamie, dis-moi, ne s'agit-il pas d'une histoire d'une jeune fille, très jeune, qui est enceinte d'un enfant qu'elle porte dans son ventre? Et on lui fait des remontrances en lui disant, mais tu es un enfant toi-même, tu veux avoir un enfant, tu as un enfant que tu portes dans ton moya. Parce qu'en Kikongo profond, on dit moya. On dit aussi moyo, pareil. Dès que je dis ça, Christian, la dame s'est affalée par terre. Elle a pleuré en sanglots. À ma gauche était un bonhomme, un monsieur costaud. C'était son premier fils, parce qu'elle en avait eu plus d'une dizaine. C'était son premier fils qui était là. Et sa grand-mère lui faisait des remarques au sujet de cet enfant qu'elle venait d'avoir, qu'elle portait dans son ventre. Et le monsieur qui se tourne vers moi, me disant, ma maman, elle parle de cet enfant-là, c'était moi, quand j'étais encore bébé. Tu es son premier fils? Oui. Il y a aussi mes autres frères qui sont là, et mes sœurs. Je dis, mais alors, donc, ce que je dis est juste? Oui, exactement, parce que quand j'étais toute petite, je devais avoir 14 ou 15 ans, je ne sais plus,
C'est en ce moment-là que je suis tombé enceinte de mon premier fils. Et c'est lui qui est là. Alors, ça, j'ai compris. Je leur dis… Mais disons, dans le gestuel, est-ce qu'on a pu noter quand même quelques éléments? Parce que je sais que chez les Congos, il y a un peu est-ce qu'il faut appeler ça par respect, mais ce sont comme des rituels. Hein. oui. Une femme, quand elle parle à un homme, elle se courbe, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Il y a ce gestuel-là, bon, cette manière de se regarder, le contact. Est-ce que vous avez noté tous ces éléments-là chez eux? Ils ont gardé ça mais il y avait des petites choses. Par exemple, imaginons une femme Congo qui est là, ou une femme du Congo qui est là, qui parle avec d'autres personnes, et que le bonhomme qui est à côté veut dire un truc maladroitement. Mais la maman veut l'empêcher de s'exprimer. Il y a des gestes où elle touche soit le genou, ou bien elle fait un petit geste. Dans le j'avais compris. Et puis, au moment, les petits jeunes là, les petits gamins jouaient, et puis une toute petite balle vient tomber sur la doyenne. Et elle replique en disant, qui a fait ça? Mais c'est un tel qui a fait ça, il est parti en courant. Alors, elle sort le mot qu'on ne sort pas souvent chez nous, qui est interdit. Je demande, mais qu'est-ce qu'elle a dit? On ne va pas te dire, ça ne se dit pas, c'est pas poli. J'ai dit, mais je comprends. Alors, j'ai tenu la jeune femme à côté, je lui ai dit, mais ça veut dire ça, ça, ça. Ah bon? Ben oui, c'est comme ça, c'est Congo. Alors, vous avez vu aussi il y a quelques instants de danse quand même, d'exhibition des danses Congo, c'est ça? Et comment ça s'est passé? Quels sont les instruments qu'ils utilisent chez eux là-bas? Toujours l'accordéon? À part les instruments qui sont venus de l'Afrique de l'Ouest, les djembés, qui s'appellent djembé, tout ça, même la forme du djembé n'est pas la forme du tam-tam Congo qu'on trouve chez nous. Bon, aujourd'hui, on mélange tout parce que ça donne les mêmes sons, pratiquement. Donc, je vois, ils ont une espèce de tambour très ronde, un tambour très rond, et puis la peau de cabri ou la peau de, je sais pas, mouton ou cabri, qui est au centre, assisté par 4 ou 3 ou 6 qui jouent aussi, mais qui maintiennent un rythme. Mais l'ensemble de ce joueur et chanteur ou danseur, l'ensemble de l'équipe, on va l'appeler le K. Pourquoi le K? Le K est le break que joue le tambourillet Congo quand on joue au centre. Celui qui donne le rythme, qui dialogue avec les danseurs, pendant que les autres maintiennent. Lui, là, il est en train de jouer des séquences à lui. Le rythme, là, ça me rappelle un peu d'abord le rythme Congo. Est-ce que là-bas aussi, on retrouve le même rythme? Ça danse avec, au niveau des reins, comme on le voit au niveau des reins, mais ce n'est plus la même danse. Elle a été beaucoup mélangée avec d'autres qui sont venus des régions différentes. Bon, et puis en plus, c'est pas des choses filmées qu'on a gardées, qui revoyaient tout le temps pour conserver. Mais avec le temps, ça a changé. Mais ce que j'ai remarqué, que dans les joueurs, ceux qui étaient là, les instrumentistes qui étaient là, les 4 ou les 6 qui accompagnaient, ils les appelaient les boulariens. Alors je leur dis, ça veut dire quoi boularien? Oui, les boulariens, ce sont ceux qui font le boula. Ah bon? Et le boula, c'est quoi? C'est les petits tam-tams là qui tiennent le rythme. Parce que quand il joue, lui-même, il dit boula. Boula. Boula, ce n'est pas un mot Congo, ou en lingala, ou en monokotuba, ou en une autre langue chez nous. C'est la langue Congo. Boula. Et le joueur, on les appelle les boulariens. Alors, le break que joue notre grand joueur de tam-tam, là, qui fait des breaks, là, les comme ils n'ont pas trouvé un mot différent de ce qu'ils avaient ramené,
Ils l'ont simplement appelé le cas. Tout l'ensemble, c'est le cas. Mais non, mais c'est intéressant à voir. Et quand je leur explique ça, ils sont attentifs, ils regardent. Je dis, mais ce qui est dommage, c'est que moi, je ne fais pas ce genre de musique. Moi, je fais un autre style de musique, mais j'ai vu chez moi et je connais. Je reviendrai un jour avec des amis qui sont peut-être déjà venus ici, mais qui viendront peut-être sans moi ou avec moi dans la famille pour faire cette démonstration. Et ils cherchent, il y a beaucoup de choses que j'ai vues qu'on a perdues chez nous, mais que je retrouve là-bas. Et eux, ils sont étonnés. Ils ont dit, ah bon? Ah donc ça vient du Congo? Oui, ça c'est Congo. Ah, mais Et moi je donc tout viens... cela, est-ce qu'ils ont aussi manifesté vraiment l'envie de, comme tu le disais au départ, ils ont manifesté l'envie de venir découvrir, d'aller découvrir le Congo profond, hein, le Oui, Congo qui est resté actuellement, le Congo en tant que Congo, quand oui, je dis aujourd'hui, Congo. beaucoup de jeunes ont ce désir-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup veulent découvrir, veulent savoir, veulent toucher. Parce qu'il y a un jour, là je fais une autre parenthèse, il y a un jour qui me voit, donc je discute avec lui, il me regarde, il me fixe là, il me dit, mais cousin, dis-moi, tu ressembles à qui? Je dis, ben, certainement à mon père, De ou aussi à question. ma mère, ou à mon grand-père et tout. Lui, il dit, moi, je ne sais pas à qui je ressemble. Je n'ai pas connu mon arrière-grand-père ni mon grand-père. Je ne sais pas. Mais chaque fois, quand la famille Massembo chante, je bouge. Quelque chose en moi bouge. Et j'arrive à interpréter ce chant-là sans les connaître. Est-ce que tu penses que je ne suis pas Congo? Je dis peut-être que tu l'es. Certainement que tu l'es. Parce que si tu n'avais pas de connexion interne avec ce qu'ils font eux, tu ne le ressentirais pas. Mais si quelque chose en toi vibre, c'est que quelque chose, une Est-ce partie de... ils sont aussi ancrés dans cette croyance, hein, aux aïeux, à nos Mais cultures, c'était pas perdu, hein. voilà, c'était pas Bien perdu. qu'ils avaient été plus que francisés, mais il y en a qui ont gardé Oui, beaucoup parce que de... parmi en fait les méthodes utilisées par en fait le maître blanc, c'était de les éloigner, sinon de leur faire oublier totalement leur culture. Oui, ça c'était leur objectif, c'était ça, leur, les éloigner, qu'ils oublient d'où ils venaient, qu'ils soient tout simplement antillais, français. Et ils ont donc quand même pu garder quelques Ah oui, mais au fil des éléments. temps, il y en a qui ont cherché à reprendre. Ce que je déplore, à reprendre les noms africains. Mais ce que je déplore un tout petit peu, c'est que souvent, on, on leur parle de noms égyptiens. C'est pas mal. Le Congo font partie du peuple d'Égypte aussi, dans l'Antiquité. Ça, c'est une autre phase. Mais je disais dernièrement à des amis, j'ai dit, mais si vous voulez vous ressentir aussi africain, comme nous autres, pourquoi cherchez-vous à aller prendre des noms compliqués de l'Antiquité? Vos derniers ancêtres qui viennent du bassin Congo, là, ils sont arrivés dans les années 1800 et les noms sont là. Vous pouvez encore les chercher, ces noms-là, les porter. Ceux qui en portent, ils sont fiers. Eux, ils disent, oui, nous sommes des Noirs, mais les Noirs n'ont pas vécu qu'en Égypte. L'Égypte, c'est au nord de l'Afrique, mais il y a la partie centrale et la partie du sud de l'Afrique. Il y a aussi des noms. Ces mêmes peuples ont des noms. Que vous alliez à l'est, que vous alliez à droite, à gauche, à droite ou à gauche, il y a des noms africains qui existent. Ah ben oui, mais ça, il faut qu'on nous en parle un peu plus. Ben, c'est simplement comme ça, c'est tout. Aujourd'hui, ce n'est pas compliqué. Il y en a qui veulent vraiment aller. Allez, j'ai toujours des requêtes, des amis qui me disent nous aimerions découvrir. Mais les conditions, quand Christian, tu payes ton billet de Brazzaville pour aller à Brazza, entre celui qui va à Brazzaville, qui quitte la métropole de Paris pour aller à Brazza et celui qui va en Guadeloupe ou à Martinique, c'est le même trajet, c'est la même durée de voyage. Mais toi, tu vas payer 3 fois plus cher que celui qui va en Martinique. Tout simplement, ça se comprend. On pioche beaucoup plus du côté africain, mais comme là-bas, c'est un département français, bon, un billet peut aller jusqu'à 400 ou 500, pendant que la même saison, la même période, toi, tu payes le double ou le triple.
Bon, ça, on n'en parle pas parce que personne ne peut intervenir. Alors, en tout cas, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. On a pris quand même assez du temps et ça va pas finir aujourd'hui. C'est Non, toute une histoire, c'est une série d'histoires à raconter. Alors, Alphonse Mvingu Samba, vous êtes aussi, je l'ai dit, d'entre deux jeux, star du gospel. C'est vrai que vous avez passé tout ce temps ensemble avec nos parents, il faut le dire comme ça. Et est-ce que là-bas, il vous est arrivé des moments où vous produisez, par exemple, en concert pour leur apprendre aussi quelques notes de musique de chez nous? Comment ils ont apprécié ça? Comment ça passe dans leur milieu? euh, ah oui, ils aimeraient bien apprendre à chanter ou chanter carrément, parce que là, déjà même, j'ai une amie là-bas qui m'a fait la belle surprise d'interpréter un de mes chants, un blues que j'ai composé, que j'ai chanté. Elle m'a écrit, elle m'a demandé le texte, je lui ai envoyé le texte, elle a écouté, elle a rechanté. Elle a rechanté, elle a publié sur les réseaux sociaux et puis sur plein d'autres réseaux. Euh, Aujourd'hui, c'est qu'elles veulent, ces amis qui sont là-bas, que je connais ou que je ne connais pas, c'est l'envie et le désir de s'exprimer, de chanter le sacré dans la langue kikongo. Donc, je suis attendu d'ici peut-être le mois prochain, je vais aller pour former un petit groupe, je ne sais pas de combien de personnes, qui n'apprendrait qu'à chanter en kikongo, ne chanterait qu'en kikongo. Et pourquoi? Parce que moi-même, j'ai pris la décision de ne chanter plus qu'en kikongo qu'en langue de fouet. Pourquoi la Oui, mais langue de après fouet? avoir vécu toute cette expérience, il vous est arrivé de composer une chanson pour exprimer ce que vous avez vécu là-bas, c'est ça? Ah ben oui, ah C'est oui. quoi la chanson déjà, si ça existe? On peut l'écouter? Je Non, sais on que ne peut pas l'écouter. vous avez un accordéon à côté que je perçois là. Est-ce que Je ne on l'ai peut pas nous faire ce préparé. petit plaisir? Non, mais je ne l'ai pas préparé. Je ne l'ai pas mis au point pour cette occasion-là. Parce que bon, tout était vite, 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 vite. Mais je peux interpréter une histoire sacrée que j'ai expliquée. En C'est lien un chant. avec ce monde-là, c'est-à-dire en lien avec le Congo et ce monde que vous avez découvert, c'est ça? Oui, à peu près. Mais moi, je suis beaucoup plus tourné dans la foi, dans l'histoire de la foi du Congo. C'est-à-dire, dans ce chant que j'aimerais bien interpréter là, c'est l'histoire d'un Congo qui s'adresse à un dieu, Nzambiampungu, lui demandant de l'assister, de l'accompagner, parce que sans lui, il n'est rien. Et quand je leur explique ça, ils le comprennent. Ils me disent, c'est cette foi-là qu'avaient nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui a fait que nous tenions jusqu'à aujourd'hui. On tient. Alors, je leur chante en Kikongo. Je peux vous le chanter en Kikongo? Je vous en prie alors. Oh, izampedo, otamunti mami, wiza kumsadisa, kileni salukia kuko, bongeye kondolo, wiza kumsadisa. Kota mutimani wiza kutsudisa bebedo sadisa bebedo fuluza
Maintenant, ça dit ça, et Pévédo, Foulouse, Wiza Kunza Disa. Il est dit son âme dynamique au mongeye kondolo mutimani mwabu. Wiza kunsalisa. Wiza mbebedo. Kota mutimami. Wiza kunsalisa. Bebedo, Sadisa, Bebedo, Foulouse, Wiza Kunsa Disa. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup Alphonse Vindou Samba. Très belle mélodie d'ailleurs. Pévédo Wiza Kunsadi, ça c'est ce que j'ai pu comprendre. Et voilà, donc ma dernière question est de savoir quelle est la place de la spiritualité dans cette culture Congo. Et on va terminer par là. La spiritualité chez les Congos, elle tient beaucoup de place. C'est la première place la plus importante. Parce que depuis nos ancêtres, les Congos savaient très très bien que sans la force spirituelle de Nzambiampungu, rien ne se passerait comme ils auraient voulu. Si nos anciens ont tenu fort malgré tous les problèmes, malgré toutes les difficultés, malgré tout le temps qu'ils ont été sous pression de la servitude, ils n'allaient pas tenir. Mais s'ils ont tenu, c'est parce que c'est la seule chambre en eux que le maître blanc n'a pas pu détruire. La foi en Nzambiampungu. Croire tout simplement en Dieu, le Père créateur de toutes choses, c'est le plus important. Moi, je ne parle que de ça. Et les preuves, on les a, on les vit tous les jours. En tout cas, merci beaucoup Alphonse Vindou Samba d'avoir été avec nous, de nous avoir partagé cette expérience, or combien très intéressante d'ailleurs. Et comme on l'a dit, c'est un début, nous reviendrons pour la suite. D'accord. On va continuer à découvrir, on ira toujours et ensemble à la reconquête de cette identité perdue, cette identité Congo qui nous est tant chère. Merci à vous aussi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de nous avoir accordé à ce temps si précieux. Partagez, likez, et si vous nous avez rejoint pour la première fois sur Téler TV, alors n'oubliez pas de vous abonner. On va se dire à très bientôt, à moins que Alphonse Vindou ait un mot de la fin, c'est ça? Oui, non, je voulais tout simplement dire que pour ceux qui croient encore que notre Dieu est le plus fort de tout, croyons encore. Il y a toujours, voilà, il y a toujours un très haut, il y a toujours un peu. Et puis, ceux qui veulent me contacter, ils n'ont qu'à aller sur Facebook ou bien sur YouTube, ils me verront. En tout cas, merci beaucoup. Merci encore d'avoir été avec nous et de votre disponibilité. Okay.